La parole est à Monsieur Jacques Krabal pour le groupe RDP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le 5 septembre prochain, nous célébrerons le centenaire de la victoire de la première bataille de la Marne. L'état-major allemand fut stupéfié de voir une armée qui avait reculé de plus de 300 kilomètres en 3 semaines et qui, d'un seul coup, se retourne et passe à l'attaque. Cette armée était une armée de paysans, dure au mal, attachés viscéralement à la terre de France. Aujourd'hui, encore, le monde agricole est une force de frappe, une réelle force de frappe économique. La France est au premier rang mondial pour le vin, 3e pour le lait, 5e pour le blé. Mais cette excellence est en danger sur d'autres aspects. C'est dans ce cadre que nous allons examiner en seconde lecture la loi d'avenir de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Ce projet de loi a fait l'objet de modifications substantielles au Sénat et a été amendé fortement en commission des affaires économiques. Notre groupe, avec Jeanine Dubié, a contribué à l'amélioration de ce texte. D'ailleurs, j'ai pu constater moi-même l'esprit constructif qui régnait dans cette commission, Monsieur le Président, avec l'adoption d'amendements ou leur enrichissement grâce à des propositions provenant de l'ensemble des parlementaires. Je ne doute pas que le débat qui s'engage maintenant et les nombreux amendements encore examinés poursuivront l'amélioration de ce texte. Monsieur le ministre, concernant ce projet de loi et plus largement la politique agricole du gouvernement avec l'agroécologie, vous considérez que vous mettez en place, et je vous cite, une mutation douce mais profonde. Le 17 juin, vous ajoutiez même que vous n'étiez pas sur des projets séquencés comme les phytosanitaires ou la filière bio, mais que le changement résultait d'une démarche systémique et globale. Le groupe de RDP la partage avec vous. Vous avez raison. Il s'agit en effet de répondre au triple défi de la performance économique, environnementale et sociale. S'engager dans ces 3 voies ne peut se faire du jour au lendemain. Et comme vous l'exprimez, la co-construction doit se faire collectivement avec l'ensemble des acteurs. La co-construction a l'avantage de faciliter la discussion entre les acteurs qui ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde, et vous avez pu le vérifier, mais c'est une belle démarche si des efforts sont encore à faire de part et d'autre. Parce que parler agriculture, vouloir son évolution, c'est d'abord le faire avec les agriculteurs, même si cela concerne l'ensemble des Français. Si l'agriculture n'est plus familiale et qu'elle est devenue très mécanisée, voire industrielle, l'usage des produits issus de l'industrie chimique n'est plus massif comme hier, mais beaucoup plus raisonnable. Les prises de conscience sont là. Pourtant, et avec tous les acteurs, il faut lutter contre les pollutions de l'eau, de l'air et de la terre. Et aujourd'hui, les agriculteurs que je rencontre sont déterminés à s'engager dans cette voie. Il faut qu'elles s'inscrivent dans des perspectives de temps long, avec un cap et des objectifs dans lesquels tous les acteurs seront partie prenante. N'oublions pas non plus que dans nos communes rurales, sur nos territoires, nos agriculteurs, nos éleveurs sont incontournables de l'aménagement de nos paysages. Dans le cadre de la loi biodiversité, l'amendement qui reconnaît que les agriculteurs et les éleveurs comme des acteurs de la biodiversité va dans le bon sens. Ils sont les architectes de la nature. Oui, il est indispensable de préserver la terre de l'urbanisation. Des efforts ont d'ailleurs été mis en œuvre dans plusieurs domaines et il faut les poursuivre. L'article 12 ter sur cet aspect de compensation agricole va également dans le bon sens, mais son application au 31 décembre 2016 paraît bien lointain. Et puis, dans une période de grande mutation, le statut principal de l'exploitant agricole, chef d'entreprise non salarié, montre ses limites face aux évolutions de l'agriculture française. Il est donc nécessaire, voire indispensable, que nous puissions rassembler en un même groupe tous les chefs d'exploitation et tous les particuliers avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Je pourrais multiplier les exemples qui expriment des avancées dans ce texte très fort.
l'ouverture des groupements fonciers agricoles à toutes les coopératives, contrôle des structures en faveur du renouvellement des générations, amélioration de la contractualisation. Voilà autant d'avancées dans ce texte qui pourraient encore progresser au fil de nos débats, comme par exemple encore l'inscription sur le registre des agriculteurs avec une gestion pluri-institutionnelle, MSA, Chambre d'Agri. Monsieur le ministre, est-ce que sa mise en place sera bien effective en 2015 ? Nous savons, nous aussi, que l'agriculture est une chance pour la France. Alors, il ne faut pas atténuer cette chance. Votre délégué aux industries agroalimentaires reconnaissait la surinterprétation nationale des mesures décidées par Bruxelles en matière d'environnement et de protection des cultures. Ces mesures sont à l'origine des distorsions de concurrence avec nos partenaires européens. Il déclarait « La France doit cesser d'ajouter des normes aux normes européennes connues ». Voilà, Monsieur le Ministre, un des enjeux essentiels pour que notre agroécologie puisse satisfaire ces trois défis, performance économique, environnementale et sociale. Une commission d'enquête vient d'être créée ici à l'Assemblée nationale. Nous allons nous engager pour l'ensemble des acteurs économiques, PME, artisans, agriculteurs, à faire le point sur ces freins et j'espère que des propositions concrètes pourront être soumises rapidement. Si cet aspect semble essentiel, un autre aspect l'est tout autant. Et il nous incombe à nous parlementaires. C'est bien d'arrêter sur ce domaine et bien d'autres la boulimie législative. Trop de lois tue la loi. À l'instar de la polémique concernant la restriction d'utilisation des produits phytosanitaires avec la mise en place des distances par rapport aux habitations, les réactions et faits divers aboutissent à nourrir la polémique, à monter les gens les uns contre les autres. Cette façon de faire témoigne pour ma part d'une société en mauvaise santé, une société qui a peur. Et agir ainsi, c'est renforcer la peur qui est toujours mauvaise conseillère. Elle provoque rejet de l'autre et repli sur soi-même. Oui, arrêtons de légiférer à tout moment et aussi d'opposer les Français les uns aux autres. Depuis longtemps, la France est entravée, coincée, tétanisée, déclarait hier le Premier ministre. Alors oui, réformons dans la concertation et la sérénité. Rassemblons tous les acteurs, dialoguons ensemble et recherchons du consensus plutôt que de l'affrontement. Rappelons que les réglementations visant à mieux encadrer les traitements phytosanitaires pour protéger le voisinage et notre environnement ne manquaient pas. Il faut les faire appliquer et sanctionner si elles ne sont pas respectées. Sur ce sujet, Monsieur le ministre, vous avez souhaité un amendement qui s'appuie sur des mesures techniques empêchant la dérive de ces produits, bus anti-dérive, haies, etc. Et également sur des mesures que je qualifierais, moi, de bon sens. Horaires adaptés, information, même si ça fait gausser l'opposition. Nous partageons cette orientation. Bien sûr qu'il faut limiter l'usage des produits phytosanitaires, des pesticides. Mais je tenais à rappeler que dans mon département, dans ma circonscription, les agriculteurs et les viticulteurs n'ont pas attendu cet incident, ce non-respect de la réglementation pour s'engager dans cette voie. Les chiffres et les analyses comparatives données publiquement par le syndicat général des vignerons et le CIVC le démontrent avec vigueur. D'autres exemples que vous connaissez bien, Monsieur le ministre, sont probants avec le projet Agri-Perron dans l'Aisne ou encore le réseau Défi Ferme en Picardie. Et il y a bien d'autres exemples. Oui, l'agroécologie est déjà en route. Il faut aussi soutenir les mesures alternatives aux pesticides comme cela a été fait pour faciliter des dispositifs de mise sur marché des préparations naturelles peu préoccupantes ou encore permettre la reconnaissance des produits de traitement des plantes et engrais d'origine naturelle. Et puis, à l'image des certificats d'économie d'énergie, je trouve que cette perspective d'expérimentation pour les produits phytosanitaires est une bonne chose, tout comme la création des groupements d'intérêt économique et environnemental. L'évolution du texte dans ces domaines est réelle. Mais je trouve que nous ne sommes pas assez à l'offensive, par contre, sur les énergies renouvelables, la méthanisation, les bioénergies. J'aimerais aussi rapidement aborder la question des produits phytosanitaires qui sont présentés, et c'est logique, les études le montrent, comme de véritables poissons pour l'homme, mais aussi pour notre environnement. Je pense qu'on peut dire que c'est aussi leur excès, leur usage incontrôlé qui est dangereux. Et je voudrais saluer, Monsieur le ministre, par rapport à ces produits contrôlés, certifiés, la volonté que vous avez de lutter contre les importations illégales de ces produits. Nous devons nous engager et favoriser, je l'ai dit et je répète, les nouvelles pratiques, étendre dans la continuité du Grenelle de l'environnement
Si l'agroécologie est la seule direction, nous savons aussi qu'il nous faut répondre aux sécheresses, aux inondations. Ces phénomènes climatiques ne sont pas sans conséquences sur la qualité et les rendements de nos productions. Le développement des insectes nuisibles, les maladies des plantes, la houille de céréales ou le idiome en vigne sont des vraies préoccupations. Alors, Monsieur le Ministre, si l'agroécologie est la seule orientation, nous ne devons pas perdre de vue non plus que, ça a été rappelé par quelques collègues tout à l'heure, orateurs, l'évolution démographique de la France et du monde sans précédent. Notre population mondiale aujourd'hui, 7 milliards d'habitants, devrait atteindre 9 milliards en 2050, soit 30% d'hommes et de femmes en plus, qui représenteront 70% d'augmentation de besoins alimentaires. Alors qu'actuellement, nous sommes à peine capables, dans les bonnes années, à satisfaire les besoins mondiaux. La France, puissance mondiale agricole, avec de l'ambition, se doit aussi de pouvoir répondre à ces marchés d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient. Si la France était le pays 3e exportateur en 2002, elle est aujourd'hui 5e. Fixons-nous comme objectif à 10 ans de la faire réintégrer le trio de tête, car il faut bien évidemment développer la proximité dans les circuits courts et ce que je fais sur mon territoire, l'agriculture bio, la MAP. Mais il ne faut pas oublier également que l'agriculture française, c'est aussi les circuits longs avec l'exportation. Voilà aussi le défi. Ce n'est pas pour moi un gros mot d'associer agroécologie et compétitivité. Donc, depuis 15 ans, notre pays s'est désindustrialisé. Et je sais que le projet que vous menez, monsieur le ministre, c'est d'éviter la désagriculturaliser notre pays également. Donc, je voudrais terminer sur un élément dont nous allons aborder la réflexion prochainement sur le projet de réforme régionale. Le rapprochement entre la Picardie et la Champagne-Ardenne, la Champicardie, serait une bonne chose. Parce que pour le sud de l'Aisne, c'est rapprocher l'AOC, donner de la cohérence. Mais cette nouvelle région constituerait un géant agricole. Et ce géant aura des pieds fragiles si nous ne mettons pas les moyens avec des outils de transformation et de valorisation des différentes filières. Et surtout, si nous n'investissons pas massivement autour des pôles de compétitivité, dans la recherche et le développement de la chimie verte, dans les écomatériaux, à partir de la filière végétale. Monsieur le ministre, dans le cadre de votre démarche systémique globale, cet aspect est essentiel pour l'agriculture de demain. C'est à cette condition que l'agroécologie sera performante, créera de l'emploi, tout en respectant notre environnement. Pour conclure, dans sa fable « Le laboureur et ses enfants », Jean de La Fontaine, le fabuliste de Château-Thierry nous enseignait, comme chacun le sait, la morale que vous connaissez tous, le travail est un trésor, avec raison, surtout en ce moment de chômage massif. Mais il faisait référence au travail de la terre. Alors, comme hier, il est grand temps aujourd'hui que nous retrouvions de l'attention et du soutien fort, unanime, à notre terre, à l'agriculture de notre pays et à donner de l'espoir à nos agriculteurs. Cette loi est un premier élément, alors n'hésitons pas à aller plus loin. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur Krabal.